C'est une grande première au Burkina, le gouvernement qui annonce la gratuité des soins de radiothérapie pour la catégorie des patients atteints des cancers féminins, col de l'utérus et du sein, et les enfants de moins de 15 ans. Pour toute forme de cancer, les patients atteints de cancer de la prostate et les patients reconnus indigents. Mais il n'y a pas que cela. L'État a aussi décidé de supporter à hauteur de 70% les soins de radiothérapie des patients burkinabés ne disposant pas d'assurance maladie et non déclarés indigents. Des responsables de structures associatives, acteurs de la chaîne de lutte contre les cancers au Burkina, ont bien voulu se joindre à nous pour analyser cette mesure. Et sans plus tarder, je vais vous présenter mes invités. À ma droite, je reçois pour vous Marie-Claire Eako. Elle est la présidente de l'association de lutte contre les cancers féminins, l'ONG Eureka. Bonsoir et bienvenue. Merci madame. On dit également bonsoir à Salam Ouedraogo. Il est le président de l'association Enfance sans cancer. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, téléspectateurs, les invités, vous les connaissez, sans plus tarder, nous allons passer aux échanges. Alors, selon le ministère de la Santé au Burkina Faso, le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer féminin après le cancer du sein avec plus de 1000 nouveaux cas pour environ 800 décès chaque année. Alors c'est la preuve que le mal, il est bien présent dans ce pays et très profond, d'où cette synergie d'action pour l'éradiquer. Alors la toute première question, elle vous est adressée, Madame Eako. Quelle appréciation est-ce que vous faites de cette décision du gouvernement de prendre à 100% les coûts des soins de radiothérapie pour cette catégorie précise, cancer féminin, et pour les enfants de moins de 15 ans. Alors, merci encore et bonsoir aux chers téléspectateurs. Je dirais que c'est une grande joie pour les populations, surtout pour les malades du cancer, d'apprendre cette nouvelle, cette décision que le gouvernement y a eu à prendre. Et surtout pour nous qui sommes dans les associations, on sait ce que ça veut dire avoir un cancer et faire tout le parcours de traitement du cancer. D'abord, c'est très onéreux et le fait que la radiothérapie n'existait pas ici, ça fait déjà un gros problème pour le malade et pour sa famille. Et entre-temps, en 2019, la radiothérapie a été installée. Après, ça s'était tombé en panne et ça a été un gros souci pour les malades et pour les familles. Et si aujourd'hui, le fonctionnement de cette radiothérapie a repris et qu'on apprend encore que le traitement devient gratuit, alors c'est une bonne nouvelle et on ne peut que remercier le gouvernement pour cette décision. Alors pour vous, c'est une bataille de gagner dans le cadre de la lutte contre les cancers dans ce pays? Oui, exactement, c'est vraiment bataille gagnée, mais pas à 100%. Parce que j'ai toujours dit, dans le domaine de la santé, il n'est jamais assez. La radiothérapie va combler ce qu'il va combler, mais il y a toujours des déficits. C'est sûr, on reviendra là-dessus. Mais en attendant, sincèrement, je peux dire que merci à ce gouvernement qui a été très sensible face à nos besoins, on a beaucoup crié, on a beaucoup parlé, et le gouvernement est resté sensible. Plutôt, il nous a plus écoutés et voici la réponse à ces écoutes. Donc, on ne peut que leur dire grandement merci et nous n'allons pas nous arrêter là, c'est pas assez. Alors, vous l'avez dit, c'est pas assez. Nous allons revenir justement sur les autres sollicitations qui demeurent. Mais la question est, c'est vrai que cette décision, vous l'avez dit, elle est salutaire. Mais est-ce qu'elle n'est pas arrivée un peu tardivement, vu le nombre de décès occasionnés par les cancers dans ce pays? Bon, ce qui est sûr, on ne peut pas réparer ce qui est déjà perdu. Ceux qui sont partis. On ne souhaitait pas, mais malheureusement c'est arrivé. Maintenant, on ne peut que récupérer ceux qui sont là. Donc on souhaite que la radiothérapie ne tombe plus en panne, pour quelle qu'en soit la raison, pour que ceux qui sont déjà touchés puissent bénéficier gratuitement de ce soin et pouvoir, c'est pas moi, retrouver la vie si possible.
Alors, le souhait que la radiothérapie ne tombe pas en panne, c'est le souhait que nous tous nous formulons, et vous, encore plus acteurs de la lutte contre les cancers au Burkina, mais des spécialistes du domaine de la santé émettent justement des doutes en ce qui concerne cette gratuité. Et ces doutes sont liés justement à des possibilités qu'il y ait des retards de paiement de la subvention par l'État. Est-ce que cela ne pourrait pas porter un coup justement au bon fonctionnement de ce centre de radiothérapie si toutefois il y a des pannes de matériel? Absolument, absolument. Je pense que déjà on a fait le constat, que la radiothérapie qui était nouvellement mise en place a été en panne pendant à peu près 1 an. Et déjà ça a créé des dommages. C'est vrai, monsieur l'a dit, il ne faut pas revenir sur ça, mais ça a été quand même dommage. Et pour moi, subventionner la radiothérapie, ce n'est pas une fin en soi. C'est déjà un grand pas et on remercie le gouvernement pour ça, mais ce n'est pas une fin en soi parce que une seule machine de radiothérapie, ce n'est pas déjà suffisant pour la population que nous sommes. Et donc, il va peut-être falloir mettre en place un dispositif d'entretien qui va être très rigoureux, ou peut-être penser aussi à démultiplier la radiothérapie. Une seule machine pour la population de Ouagadougou, c'est très peu. Déjà, parce qu'il va falloir... Il y a un centre qui est en construction. Qui est en construction. Si on peut avoir une radiothérapie aussi là-bas, même peut-être 2, ce ne serait pas de trop. Parce qu'aujourd'hui, la maladie, il y en a plein dans nos populations. Il y en a plein. Sur 100 femmes, on peut avoir 5 femmes qui ont déjà cette maladie. Soit le cancer de sein, soit le cancer de col de l'utérus, on ne sait pas. Mais s'il n'y a pas de radiothérapie, il y a déjà une longue queue qui attend parce que c'est une chaîne de traitement. Quand tu fais la chirurgie, quand tu fais la chimiothérapie, il faut passer à la radiothérapie. Il y a des femmes qui ont commencé leur traitement depuis des années, mais qui n'ont jamais connu la radiothérapie parce qu'elles n'ont pas les moyens pour voyager, pour aller faire leur radiothérapie. Donc aujourd'hui, toute cette liste, elle est longue et assez longue. Est-ce qu'on pourra prendre tout le monde? Le point d'interrogation est là, même si c'est gratuit. Donc, moi, j'ai réagi en disant que ça reste toujours salutaire. L'idée est bien, mais c'est l'applicabilité qui certainement ne peut pas ne pas avoir des imperfections. Mais au fil du temps, on corrigera les imperfections tout en avançant. Sinon, à partir des tout premiers moments, il serait difficile à ce que les choses aillent comme ce qu'on souhaite. On parle déjà de retard de paiement. Nous savons que dans le système de l'État, il y a toujours un retard de paiement, ça arrive. Mais tout ça, avec le temps, on pourra mieux perfectionner du moment qu'on sait que ça, c'est en relation avec une vie humaine et non pas un marché public. Moi, je me dis que le tout premier responsable en a conscience et puis je pense qu'ils vont travailler à corriger ces imperfections. Et même si le cas venait à se produire, je me dis que c'est à nous les associations de manifester encore, de souligner les imperfections pour que l'État puisse réagir rapidement. Il ne faut pas qu'on gagne la radiothérapie, rester bras croisés et puis et attendre à ce que l'État fasse tout. Mais lorsque le centre de radiothérapie, justement, il était en panne, est-ce que les associations se sont levées pour faire un plaidoyer en faveur d'une mesure diligente pour sa réouverture? Parce que on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'action unanime, commune, au niveau des associations de lutte contre les cancers au Burkina. Oui. Ou est-ce que des actions ont été menées? Oui, je ne peux pas parler au nom de toutes les associations œuvrant dans le domaine des cancers, mais parlons le cas de l'association Enfants sans cancer dont je dirige. J'ai fait les démarches auprès pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et sincèrement, j'ai été écouté. Bon, on nous a exposé les difficultés qui existaient, mais que faire? On était restés, mais sincèrement, on n'a pas eu les associations, toutes les associations, disons, n'ont pas eu une action commune autour de l'ouverture, mais individuellement, je pense que chacune a fait de sa manière. Oui. Alors Marie-Claire Eyako, est-ce que cela n'a pas été justement un handicap? Je dirais oui et non.
Oui. Je dirais peut-être que les associations n'ont pas eu à faire des actions médiatisées pour parler de cette difficulté. Mais moi, par exemple, je suis membre de la COBUCAN, qui est la coalition nationale, la coalition burkinabé de lutte contre les cancers. Et au sein de cette coalition, je pense que des actions ont été menées. Des actions ont été menées, nous avons eu des audiences avec le ministre de la Santé, on en a parlé. Donc tout ça quand même, ça a contribué à quelque chose. Voilà. Alors, on va poursuivre justement avec la prise en charge des cancers au Burkina, qui est une lutte sans fin. Alors, au-delà de la gratuité, vous l'avez évoqué, et Mme Eyako également l'a un tout petit peu évoqué. Vous dites qu'il y a beaucoup d'autres listes de sollicitations qui demeurent. Oui, c'est exact. Parce que même quand on dit on va prendre tout en charge, c'est-à-dire la gratuité, ça cause problème. Est-ce que je prends une difficulté que nous vivons, manque de produits, ça sort un. Est-ce que l'État sera à mesure d'apporter, de disponibiliser les produits dans toutes les pharmacies à ce que ça soit, et sous ma comparaison n'est pas raison, à ce que ça soit comme les produits du paludisme, chacun peut tendre son ordonnance à quelque part et récupérer. Si tel est le cas, c'est ce que nous souhaitons. Et actuellement, quel est le constat? Actuellement, il y a manque de produits. On peut te prescrire une ordonnance, tu vas faire le tour de Ouagam, le produit n'est pas là. Même avec qu'il y a la liquidité, il faut commander les produits soit à Bobo ou totalement à l'extérieur. Donc voici une réalité auquel nous sommes confrontés. Et au-delà de ça même, il y a d'abord la méconnaissance même de la maladie au niveau du corps soignant. Je prends par exemple le cas du cancer chez les enfants. La plupart des enfants restent d'abord je dirais au bas de l'échelle par méconnaissance de la maladie au personnel soignant. Vous arrivez à quelque part, je prends par exemple le cas de la leucémie, dont les premiers symptômes se confondent rapidement aux symptômes du paludisme. Vous arrivez, l'enfant fait anémie, tu dis c'est le paludisme, tu répètes, et si tu ne fais pas attention, ton enfant reste d'abord au bas de l'échelle, sans qu'on puisse le transférer. Donc il y a d'abord encore, il y a encore comme difficulté la méconnaissance même de la maladie pour le personnel soignant. C'est pour cela que nous allons, tout de suite je disais qu'on a beaucoup de choses à dire, nous allons demander encore à l'État, merci pour ce qu'ils ont fait, mais de travailler à former davantage le personnel soignant, à ce qu'à un moment donné, que ce soit dans toutes les structures sanitaires, CSP, CMU, districts sanitaires et autres, CHR, peu importe que quand on arrive, au moins que le personnel soignant ait l'esprit de suspicion, même s'il ne peut pas diagnostiquer de façon précise, au moins que cet enfant normalement doit avoir le cancer ou doit avoir. Et ainsi, l'enfant est automatiquement transféré au niveau supérieur pour la prise en charge. Sinon, dans les cas contraires, si on met l'accent sur la radiothérapie, bravo, et au bas de l'échelle, on rate là-bas, peu d'enfants pourront tenir face à ce mal pour arriver au niveau de la chimiothérapie. Donc l'effort encore, c'est pour cela que je dis, nous allons toujours demander, on ne va jamais cesser de demander, la formation du personnel. Oui. Tout à fait. Je pense qu'il a bien raison d'insister sur le renforcement des capacités du personnel enseignant. Parce que si nous prenons le Burkina, jusqu'en 2019, il n'y avait que 4 cancérologues. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des jeunes cancérologues qui sont en train de rentrer dans le corps. Mais quand on quitte les cancérologues même et on rentre dans les CSPS et autres, la méconnaissance de la maladie, comme il le dit, c'est-à-dire que quand le diagnostic est fait tôt, la personne a 90% de chances d'en guérir. Mais quand le personnel soignant même, chez qui tu es allé pour te plaindre, n'arrive pas à diagnostiquer la maladie, c'est un gros problème. Donc ça fait que le retardement du diagnostic prend son cours et après, à la découverte, la maladie est déjà difficile à soigner. J'insisterai aussi sur les produits. Les produits sont, comme je le disais, coûteux, mais aussi inaccessible. Il faut que l'État nous aide. Ça, c'est une supplication. Au-delà d'un plaidoyer, il faut qu'on arrive à la subvention des produits. Les produits sont chers. Quand je prends Yalgado,
À Yalgado, il faut mobiliser, il faut que la femme qui a un cancer du sein, par exemple, mobilise 45 000 à 60 000 francs tous les 21 jours pour faire sa chimiothérapie. Et comme il le dit, les produits ne courent pas les rues, il faut les chercher pour les trouver. Si je prends Bogodogo, là, c'est entre 60 et 85 000. Si je prends Chifra, nous avons des patientes qui sont à Chifra, ça va jusqu'à 260 000 tous les 21 jours. Combien de personnes qui peuvent sortir cet argent, même si la famille se mobilise chaque 21 jours. Et il faut le faire, il faut avoir peut-être 6 à 8 cures de chimio. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et surtout pour les indigents, même si la radiothérapie aujourd'hui est gratuite, il faut passer par la chimiothérapie avant d'aller à la radiothérapie. Donc le plaidoyer, il est tout à fait là. Non seulement le renforcement des capacités des agents de santé, mais il faut arriver à subventionner les produits qu'on n'arrive pas à trouver facilement et qui sont très chers. Moi j'ajouterais à cela, il faudrait que, au-delà de la gratuité de la radiothérapie, l'État peut faire l'effort, je ne sais pas moi, doter tous les centres, les laboratoires des centres cancérologiques, au moins des produits anti-cancéreux pour que les tests, voilà, non, des tests même d'abord, parce que si nous quittons, si par exemple tu es dans l'urgence, prenons le cas de Yalgado, tu pars, on te programme pour une semaine de le passer, et si tu es dans l'urgence, il faut aller dans le privé. Et comme si tu pars dans le privé, c'est excessivement cher. Mais si l'État faisait l'effort de subventionner ces centres-là en produits anti-cancéreux pour les tests, en ce moment, on peut avoir la gratuité pour pouvoir diagnostiquer à temps, je ne sais pas moi, le cancer. Pourquoi on dit ça? Nous allons, puisque nous sommes en contact avec la population, quelqu'un vient, on dit bon, il faut faire tel examen pour qu'on soit sûr du type de cancer que ton enfant a, parce qu'il y a plusieurs types et ils ne subissent pas le même traitement. Donc il faut d'abord diagnostiquer de façon précise. Le monsieur part, on lui fait une ordonnance, un myelogramme, test de myelogramme, on te dit 80 000, 35 000, etc. Le monsieur n'a pas les 35 000. Automatiquement, il se rabat au niveau de la tradition pour dire bon, je vais aller me débrouiller au niveau des traitements, et puis bon, malheureusement ça ne donne pas. Donc comme deuxième doléance dans l'urgence, si on pouvait, si l'État pouvait faire l'effort de subventionner les laboratoires à ce que les tests de myelogramme, toute forme de tests précisant le diagnostic du cancer soit gratuit, c'est là on va plus applaudir encore. Oui. La gratuité du diagnostic, oui, c'est aussi fondé comme doléance. Et je dirais que le médecin est en train de faire des efforts. Quand j'ai parlé de Cobucan tout à l'heure, il y a actuellement une campagne qui est lancée le 6 avril dernier avec la Cobucan pour diagnostiquer 3000 femmes du cancer du sein. C'est en cours. C'est en cours et ça va s'étendre jusqu'en septembre. Et donc, quand la femme va aller dans les centres qui sont concernés pour se faire diagnostiquer, sur 10 000 francs pour 5 000 francs pour l'échographie, elle va payer 2 500. Et sur 15 000 francs pour la mammographie, elle va payer 7 500. Donc, il lui faut 10 000 francs pour faire l'écho-mammo. C'est vrai que ce n'est pas peu pour la femme vraiment indigente, comme on le dit, mais c'est déjà quelque chose. Et donc, moi, je voudrais insister pour dire, c'est déjà bien, mais il faut qu'on aille encore plus pour arriver à la gratuité totale des seins par rapport au cancer. Parce que c'est vraiment une maladie grave. Et quand cette maladie se pointe dans une famille, ça appauvrit la famille. Et parfois, par malheur, c'est la personne qu'on perd encore. Donc vraiment, si on peut aller à la gratuité totale, ce serait notre cri de cœur. Gratuité totale côté diagnostic et traitement. Diagnostic et traitement. Diagnostic et traitement. Je soutiens en disant que ça fait partie de nos objectifs principaux où on a toujours plaidé, demander la prise en charge totale et gratuite du cancer. Franchement. Alors, on va aborder un autre aspect dans le cadre de la prise en charge. Il est vrai que la prise en charge sur le plan médical
est très très important, mais il y a également un autre aspect dont on parle peu et qui peut être également aussi important, c'est le cas de la prise en charge psychologique des malades. Ouais. Est-ce qu'au Burkina, il y a des centres qui offrent de tels services, ou dans les associations, est-ce que c'est pris en compte dans les missions? Alors, c'est là où le bas blesse, hein, la prise en charge psychologique, alors que nous, on estime que c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important déjà, quand le verdict tombe et qu'il n'y a pas rapidement une prise en charge psychologique, la personne peut déjà, sa maladie peut s'empirer. Alors, moi, à ma connaissance, je ne connais pas un centre qui l'offre gratuitement. Donc déjà, ça pose toujours le problème de coût. Combien de femmes aujourd'hui, déjà, pour mobiliser les fonds, pour faire ses examens, pour faire sa chimiothérapie et pour voyager avant pour aller faire sa radiothérapie, pourraient encore se payer les coûts pour aller chez un psychologue pour se faire écouter? C'est compliqué. Et dans les centres européens, par exemple, on trouve que dans le même centre de santé, dans le même centre de cancérologie, tous ces services sont offerts. Et même au-delà de la prise en charge psychologique, il y a aussi tout ce qui devrait accompagner la malade du cancer en termes de kinésithérapie et tout. Parce que quand, par exemple, on enlève le sein à une femme, il y a ce qu'on appelle le gros bras qui pourrait se pointer. Le lymphodème, par exemple. Et donc, il lui faut des drainages lymphatiques. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Ce service n'est pas offert. Et la femme, d'abord, elle n'est pas informée, elle ne sait pas, elle va se retrouver avec un gros bras, elle ne sait pas quoi en faire. Et donc, bon, peut-être au détour de conversation, nous, dans notre association, on dit tout ça aux femmes. Dès qu'une femme fait sa mastectomie, on essaye de la rencontrer, on fait des visites à domicile, on lui donne les conseils qu'il faut, on lui dit ce qu'elle doit faire pour faire son suivi, on parle à la famille pour qu'on puisse l'accompagner. Et donc, nous, on essaye de jouer un peu ce rôle. Moi, je ne peux pas vous dire combien de femmes m'appellent. Dès que le diagnostic tombe et on dit « tu as un cancer de sein, tu as un cancer de col de l'utérus », bon, on cherche à rencontrer quelqu'un. Et souvent, c'est nous, les associations, qui jouons ce rôle aujourd'hui. Parce que c'est gratuit. Nous, on ne prend rien chez personne pour le faire. Donc, il faut soutenir moralement la personne. Il faut donner, il faut dire à la personne, il faut lui faire écouter des témoignages. Il faut l'amener chez des personnes qui en sont guéries pour la motiver à s'engager dans le traitement. Et tout ça, normalement, c'est le psychologue ou bien l'oncologue qui doit le faire. Mais ils n'ont pas de temps, parce qu'ils ne sont pas nombreux, ils ont beaucoup de malades à prendre, donc ce n'est pas évident. Mais parfois aussi, dans la famille, au lieu que les proches jouent ce rôle, mais c'est en ce moment que les proches désertent. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est-à-dire que nous, on a des cas connus, existants, où la femme a été abandonnée par son mari, en premier, abandonnée par ses parents biologiques, dès que le diagnostic est tombé, abandonnée par son enfant, abandonnée par les amis, seule dans sa maison. Parfois, c'est nous qui lui rendons visite. Et parfois, le traitement t'amène à vendre tout ce que tu as. Tout. Je dis bien tout. Il y a des personnes qui ont vendu des pagnes. Quand on en arrive là, c'est douloureux. Et quand tu as cette maladie, et en plus tu dois supporter ce poids psychologique qui pourrait être pris en charge par la société, par le gouvernement par exemple, là ça devient plus lourd. Et donc, moi je pense que la gestion du cancer, la gestion de ces maladies graves, c'est un tout. Et il faut qu'on arrive à faire comme en Europe, où dans un centre de cancérologie, on a tous ces dispositifs, différents services pour accompagner la personne qui est malade et sa famille. Alors, vous êtes plus dans le domaine de l'enfance, le cancer chez l'enfant. Alors, toujours dans ce volet psychologique-là, est-ce que vous rencontrez les mêmes difficultés que les autres cancers? Je soutiens fermement ce que Madame venait de dire, parce qu'effectivement, l'absence du psychologue est une réalité.
au point que l'oncologue est obligé de jouer au psychologue. Pour vous annoncer, il faudrait que... On les félicite, hein, on les félicite sincèrement, qu'ils trouvent les mots doux, vous donner de l'espoir, mais malheureusement, elle ne peut pas à elle jouer avoir les deux vestes. Veste oncologue, veste psychologue, elle ne peut pas. Son temps ne lui permet pas, du moment même qu'elles sont débordées. Donc la plupart, je prends par exemple le dernier cas, un monsieur qui s'est pointé, on a fait les diagnostics, on l'a annoncé, il était totalement abattu. Quel qu'en soit ce que on a essayé de remonter, ça ne va pas. Donc lui, alors, il a dit, bon, on va voir l'association Enfants sans cancer. Effectivement, dès que le monsieur est venu nous voir, on lui a remonté avec des preuves à l'appui. Voici telle personne a fait ceci, voilà. Et aujourd'hui, il continue de recevoir des traitements. C'est juste pour dire que le manque est réel. Mais pourquoi c'est comme ça? Moi, je me dis que c'est... même si on dit les centres cancérologiques ou oncologiques, généralement ce ne sont pas réellement des centres, mais ce sont des unités qui sont intégrées à l'hôpital. Si on pouvait, réellement l'État pouvait faire l'effort, on sait qu'ils ont déjà fait, on les félicite pour ça, réellement construire réellement un centre adapté, où là-dedans il y a tous les services nécessaires, que ce soit oncologique, que ce soit prise en charge, que ce soit toutes les commodités possibles pour l'enfant, disons pour les personnes atteintes de cancer. Je pense que c'est nettement mieux. Et c'est pas que manque de l'aspect psychologique. Si nous prenons même le séjour, l'hébergement, nous prenons le cas, c'est pas pour dénigrer, prenons le cas de l'hôpital Charles de Gaulle. L'unité oncologique est logée dans l'unité grand enfant. Parfois, on voit dans quelles conditions les parents sont. Non seulement le cadre est restreint, le cadre n'est pas adapté, le personnel même reconnaît que ce n'est pas adapté, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Du moment que le cadre n'est pas adapté, il n'y a pas de... Ils sont obligés de se faire. Et encore, on peut ajouter comme difficulté, il y a des moments même, puisque les lits ne sont pas nombreux. À un moment donné, tout est saturé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire d'autres en ambulatoire. Or, en ambulatoire, ce n'est pas évident que les conditions hygiéniques à la maison soient adaptées à la maladie. Donc, non seulement les va-et-vient, ça donne même des fil à tordre aux malades. L'hygiène cause problème, les traitements sont parfois négligents et beaucoup de choses. Donc, en ce moment, pour globaliser, ce n'est pas seulement l'aspect psychologique qui manque, mais c'est tout un ensemble qui manque réellement. Donc, on souhaiterait encore, si l'État nous écoute, de faire l'effort pour dégager, je ne sais pas moi, des édifices pour ça, avec toutes les commodités possibles, pour que nous puissions avoir un taux de survie plus ou moins élevé. Alors, nous allons parler des associations dont vous avez la charge. Alors, comment est-ce que... Vous avez tantôt évoqué cela, mais j'aimerais vous entendre davantage sur cette période difficile que les patients ont traversée pendant la fermeture du centre de radiothérapie. Alors, comment est-ce que vous, en tant qu'acteur qui êtes au contact de ces patients, vous avez vécu cette période également? Près d'une année, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. On l'a vécu très difficilement avec les patientes et les familles d'ailleurs, parce qu'on a été à plusieurs fois approchés pour dire où est-ce qu'on peut aller pour que ça soit moins cher. Parce qu'il faut voyager, il faut aller à l'étranger, ça ne marche pas ici. Il faut aller soit au Ghana, soit au Sénégal. Le Mali aussi était en panne, en Tunisie ou en Europe carrément. En Côte d'Ivoire aussi, c'est possible. Mais au Sénégal, c'est vrai que c'est subventionné. C'est subventionné, c'est juste 150 000 francs qu'il faut payer. Mais l'hébergement est très difficile au Sénégal. C'est-à-dire que si tu ne connais pas quelqu'un, l'hébergement va coûter plus cher. Alors, on a été obligé de prendre l'exemple sur des gens qui ont déjà voyagé pour aller faire leur radiothérapie, pour prendre leur devis, proposer aux familles pour dire il faut essayer, on a donné des contacts, on a une liste de contacts qu'on met à leur disposition et avec leur oncologue, ils discutent pour choisir le lieu qui serait moins coûteux, adapté pour eux. Donc on a eu à faire tout ça et d'ailleurs, très récemment, j'ai actuellement près de 8 personnes qui sont en cours de chimiothérapie et donc
elles se posaient déjà la question de savoir comment elles vont passer à la radiothérapie. Parce que quand tu finis la chimiothérapie et tu passes trop de temps pour aller à la radiothérapie, ça pourrait créer quelques difficultés. Donc, on était en train de sonder sur le Sénégal pour voir comment elles pourraient et quelle famille trouver pour les accueillir. On était en train de chercher tout ça et on a eu l'information que le centre a repris service et que c'est devenu gratuit. Donc ça a été vraiment une joie, un soulagement. Et il y a des femmes qui sont venues au bureau et ça a dansé, ça a vraiment dansé. Donc c'est pour dire que c'est une bonne chose. Et vraiment, on remercie le gouvernement pour ça, mais il faut qu'on arrive à aller encore plus en avant dans la gratuité. Je donnerai un exemple pour dire, on a une femme, quand elle a appris que la radiothérapie a repris, c'est à 3 heures du matin qu'elle m'a réveillée. Et elle était en pleurs, c'est-à-dire, moi je n'avais pas encore eu la nouvelle, c'était une pleure de joie. Elle dit, le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a béni. Donc moi j'étais surprise de l'entendre parler comme ça, j'ai dit, mais il y a eu quoi? Il y a quoi? Il dit, hey, je vais rester au Burkina et faire ma chimiothérapie avec mes enfants. Elle a des petits-enfants, en fait. Donc, vraiment, c'est une joie qui a été fortement accueillie, mais ce n'est pas facile. Donc, on va prier pour que cette radiothérapie ne tombe plus en panne. On espère que les autorités sanitaires suivent et vont bien entendre ce message. Alors, comment est-ce qu'en France... Enfance contre le cancer a vécu justement cette période? Oh, difficile. Difficile, voire très difficile. Mais précisons que vraiment la plupart des enfants, je ne dis pas que la radiothérapie n'est pas d'une importance capitale. Mais c'est plutôt axé sur la chimiothérapie. Maintenant, seuls quelques cas exceptionnels vont arriver. Mais malheureusement, quelle qu'en soit la forme, si on doit envoyer ton enfant à l'extérieur, c'est pas évident. Donc, dès que la radio est déclarée ouverte, naturellement que c'est une joie. J'ai eu à passer l'information, puisqu'on est en contact avec nos malades. Bon, disons les parents de nos malades, ce sont les enfants. On les a passé l'information, même si certains n'ont pas besoin de la chimiothérapie, de la radiothérapie pour le moment, mais néanmoins on les a passé l'information. Bon, disons que certains sont analphabètes, ne comprennent pas, mais pour eux, leur problème est résolu. Bon, on dit ok, on a pris l'information comme ça, et puis sincèrement, ce fut un dur moment que lorsque c'était fermé, maintenant que c'est ouvert, on ne peut que se réjouir. Et il faut noter que pour aller à l'étranger faire sa radiothérapie, il faut avoir au moins 6 à 8 millions. Sans l'hébergement, les frais de voyage, les frais de séjour. Si c'est en Tunisie par exemple, il te faut 8 millions, 6 à 8 millions. Alors ce n'est pas donné à tout le monde. Donc on a eu des malades qui ne font que des chimios à répétition. Vous voyez, ça dit qu'elle finit sa cure de chimio, mais il y a des nodules qui apparaissent encore, il faut reprendre la chimio. Peut-être que s'il y avait eu la radiothérapie, ça pourrait empêcher une récidive. Je n'en sais rien, je ne suis pas médecin, mais je me dis quand même que si on rompt la chaîne, ça devrait créer quelque chose. Voilà. Alors c'est très important. Au niveau de l'ONG Eureka, alors actuellement vous avez combien de femmes que vous conseillez, que vous accueillez et que vous orientez? Alors tous les jours, pratiquement, ou quand c'est rare, une fois par semaine, on a quelqu'une. On a quelqu'une et dans notre groupe WhatsApp, on a près de 102 femmes qui sont dans le groupe et qui partagent leurs expériences. Et ça, c'est aussi fondamental. C'est comme un appui psychologique qu'elles se font entre elles. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un se réveille, elle dit « Moi, j'ai très mal à l'épaule aujourd'hui ». Ben, le mal à l'épaule, c'est connu quand tu as fait une mastectomie. Alors, quand tu viens de faire ta mastectomie et que tu ne le sais pas, il faut que quelqu'un qui est déjà passé par là te le dise. Et là, on t'oriente à aller voir ton oncologue pour voir ce que tu peux faire pour soulager le mal. Donc, en fait, il y a des patientes qui pratiquement sont devenues membres, alors qu'elles sont des bénéficiaires.
Alors, le fait qu'on a ce groupe qui leur permet de partager leurs expériences et de se soulager mutuellement, fait qu'elles sont restées comme membres. Elles se sentent utiles. Elles se sentent utiles, elles se sentent solidaires l'une de l'autre. Et il y a une complémentarité. La dernière fois, je donne un cas. Il y a une qui devrait faire sa chimio. Elle n'avait rien. Je dirais aucun moyen, même pour se nourrir. Il n'y en avait rien, il n'y avait rien. Nous, on prenait des vivres, on allait donner. Et celle-là, on a lancé sur le réseau. C'est elle-même qui a dit qu'elle doit faire sa chimio après-demain, mais que vraiment, ça ne va pas. Quand elle a dit ça, vous ne pouvez pas savoir. 1000 francs, 500, 1000 francs, 500. Et nous, on a ajouté. Elle a fait sa radiothérapie, elle a fait sa chimiothérapie. Vous voyez la force du groupe. Absolument. La force du groupe agit parfois. Et les personnes qui ont connu la maladie comprennent vraiment celles qui en souffrent. Tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire et c'est vraiment le mot vecteur de notre association, la solidarité. Parce que je suis passée plusieurs fois sur cette chaîne. Hein. J'ai souffert du cancer moi-même, du cancer du sein. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a mis en place l'association. On comprend mieux celles qui en souffrent. Alors, on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Alors, au niveau de enfance sans cancer, comment est-ce que tout est organisé justement pour apporter l'aide qu'il faut aux personnes qui souffrent du cancer? Depuis que tout est organisé, c'est trop dit. Parce que nous faisons ce que nous pouvons. Mais malheureusement, nous faisons ce que nous pouvons dans des conditions difficiles. C'est comme ce que je venais de dire, je venais de décrire. Prenons le cas de l'hébergement. Quelqu'un quitte en province, il arrive à Ouaga. Dès qu'on quitte les provinces environ, on vient à 2, madame et monsieur. Il arrive, on fait lui faire comprendre qu'une seule personne doit rester dedans. Le monsieur, l'autre, celui qui doit rester au dehors, n'a même pas un coin pour dormir. Ils sont obligés de dormir en plein air, sous la patame, avec tous les toutes les piqûres de moustiques possibles. Et ça même, c'est pendant la saison, pendant la saison hivernale, pendant qu'il pleut, il faut que les messieurs restent sur pied jusqu'après la pluie. Ils vont chercher un coin pour dormir. Vous voyez dans quelles conditions on est. Et dans ça encore, même si la chimiothérapie venait à bout, en supposant que ça a marché, tu dis bon, va et puis vous revenez chaque 3 mois pour les suivis. Le transport va et vient parfois cause problème. Ça fait que quand beaucoup partent, ils ne reviennent pas. On les appelle, dit oui, on arrive. Plus tard, on attend que l'enfant s'est éteint à jamais. Donc, c'est-à-dire que, pour exemple pour laquelle je dis, c'est dans des conditions difficiles que nous travaillons. Mais ce que nous pouvons faire, sûrement, c'est comme dit, l'aspect psychologique. Donc, quelle qu'en soit la situation dans laquelle la personne se trouve, quand il rentre en contact avec nous, on lui donne des témoignages des gens qui ont vécu des conditions plus difficiles que toi, mais qui ont réussi à tenir. Donc, toi aussi, courage, garde en idée que ton enfant s'en sortira grâce à la chimiothérapie et aux soins, et tout en suivant bien sûr les conseils du corps soignant. Et c'est ainsi qu'on peut, sinon réellement, il n'y a pas grand-chose. Tout récemment, nous avons réussi à rencontrer une ONG, Solterre, qui a réussi à avoir un cadre qui permet aux parents qui font les navettes va-et-vient de rester 2 jours, 3 jours, plutôt plus 1 à 2 semaines, recevoir les traitements et puis ils libèrent la place pour d'autres. Bon, ça soulage un peu, mais c'est pas, le problème n'est pas définitivement c'est pas suffisant. Raison pour laquelle nous insistons toujours à demander des édifices adaptés pour les enfants atteints du cancer et le cancer de façon globalisée. Alors, comment est-ce que vous appréciez la collaboration entre vous, partenaires sociaux, et le ministère de la Santé? Bon, je dirais que... Est-ce que vous avez souvent l'impression d'être entendu, écouté face à certaines doléances, ou est-ce que c'est pas le cas? Je dirais que oui, qu'on est entendu, parce que c'est aussi des humains qui sont là-bas. Hein, ils sont parfois sensibles, mais
parfois aussi impuissants. Parfois aussi impuissants parce que ce n'est pas programmé, il n'y a plus de fonds dans la caisse de solidarité, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Donc, moi, je dis aussi, gouverner, c'est prévoir. Hein. Nous, on est là en train de porter la voix des sans-voix. Hein. C'est pour dire qu'il faut quand même prendre la question au sérieux. Hein, pour l'intégrer dans le budget. Si c'est intégré dans le budget, parce que parfois on dit il y a une caisse de solidarité, mais tu fournis le dossier, on te prend en charge 1-2 fois et on dit que le fonds est épuisé. Alors mais ça fait un coup de marteau sur la tête de la malade. Parce que la malade qui compte sur ses fonds n'arrive plus à se prendre en charge et la famille n'est pas toujours disposée à trouver des ressources pour l'accompagner. Donc, on continue toujours de faire le plaidoyer, on les associe aux activités pour qu'ils comprennent. Parfois, on les intègre même dans les groupes pour écouter les femmes, pour que quand les femmes se plaignent, ils soient informés, pour aussi, de façon collatérale, faire le plaidoyer aussi avec nous. Voilà, parfois on demande des audiences, on va poser les problèmes, mais bon, ça ne tombe jamais dans l'oreille du sourd, mais quand la personne n'a pas les moyens tout de suite pour agir, on reste dans l'attente. Alors comment est-ce que vous appréciez justement cette collaboration? Je dirais que notre collaboration avec le ministère est positive, parce qu'on arrive d'abord à se faire écouter, ça c'est très important, et nous les transmettons ce que nous vivons sur le terrain. Donc, mais parfois, c'est comme ce que Madame dit, ils sont impuissants. Pourquoi? Parce que quoi qu'on dise, eux aussi ils ont une politique au sein de leur ministère. Et tout le temps, on a toujours plaidé, ajouter le cancer dans la priorité de vos priorités, dans votre politique sanitaire. Et bon, chaque fois on nous promet ça va aller. Donc je pense que c'est l'ensemble de tout ça qui a dû accélérer l'ouverture de la radiothérapie. Donc sincèrement, il y a une bonne collaboration. Administrativement, nous n'avons aucun problème. Individuellement, nous discutons comme on discute de vous en moi comme ça. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire du moment que ça demande des coûts assez très élevés. Et en ce moment, ça doit rentrer dans leurs prévisions. C'est pour cela que j'ai dit encore, et je vous insiste, il faudrait qu'ils insèrent le cancer, surtout au niveau des enfants. Pourquoi? Parce que j'insiste là-bas, beaucoup d'enfants meurent même avant qu'on ne sache ce que c'est le cancer. Et chaque fois on attribue au palu, on devait faire un test minutieux. Ou bien de fouilles minutieux, on va constater que tout le taux de pourcentage qu'on a attribué au palu n'est pas au palu. Et si on ajoute ça au cancer des enfants, on risque de tomber à l'envers. Voilà, donc c'est juste pour dire qu'il faudrait qu'on mette l'accent pour sauver le maximum possible. Sinon, si on ne peut pas dire dormir, si on tente de ne pas mettre ça dans nos priorités, on perdra beaucoup. Malheureusement, c'est comme ce qui est dit, c'est triste quand un enfant part. On ne dirait pas un adulte, on ne dirait pas un humain dit que bon, c'est un enfant qui est parti. Donc le fait parfois on a l'impression qu'on minimise. Voilà, on dit ah mais c'est un enfant, ce n'est qu'un enfant. Donc or nous tous nous sommes aujourd'hui adultes parce que quelqu'un à quelque part s'est battu pour que nous soyons ce que nous suivons. Donc c'est au-delà de ça encore ce que j'insiste encore. C'est vrai que nous sommes en temps difficile sur le plan sécuritaire. J'ai l'habitude de dire le cancer pour les enfants c'est comme du terrorisme sur le terrain. Puisqu'il les terrorise, il les dévore, il les consomme sans que personne ne manifeste quelque chose. Donc, raison pour laquelle je compare, mais je sais que la gravité n'est pas la même chose, mais au moins, il faudrait qu'on le prenne sous cet angle, l'insérer, sa résolution dans la politique sanitaire pour pouvoir accélérer les choses. Ouais. Si ça pouvait se passer comme le cas du VIH-Sida, ça va être bien. C'est-à-dire qu'avoir un centre carrément dédié au cancer et que tous les services y soient et que voilà, on dédie un budget de fonctionnement pour ce centre à part entière, je pense que ça pourrait faire avancer la lutte de façon considérable. Aussi, autre élément pour faire avancer la lutte, c'est rompre la chaîne de l'ignorance. Ce qui est très très important, connaître sa maladie, c'est d'abord un pas vers le traitement. Alors,
on a l'impression qu'il existe encore un grand nombre de personnes qui ignorent ce qu'est le cancer au Burkina Faso. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que c'est l'ignorance d'ailleurs qui amène à un diagnostic tardif. Parce que quand je ne sais pas de quoi je souffre et que je suis habituée à l'automédication par exemple, je peux prendre du temps, tout le temps, avant d'aller vers un centre de santé pour présenter ma situation. Et si l'agent de santé aussi ignore et prend du temps à m'aider à diagnostiquer ce dont je souffre, la maladie ne fait que prendre de l'âge. Donc, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ignorent aujourd'hui qu'il y a une maladie comme ça. La dernière fois, je parlais à un monsieur et j'ai dit, aujourd'hui, le cancer frappe à toutes les portes des maisons. Il m'a dit, chez lui, jamais. J'ai dit, ah bon, c'est vrai? Est-ce que vous comprenez bien ce que ça veut dire? Il m'a dit, non, que ça ne pourrait pas arriver chez lui. Alors, les autres ne sont pas allés au marché l'acheter. Quelque part, il n'a pas compris grand-chose. Parce que les gens continuent de penser que c'est un sort jeté. J'ai eu plein de femmes, hein. C'est-à-dire que la femme, même d'aller vers le diagnostic, il cherche une association pour voir si l'association peut proposer autre chose que les soins médicaux. Et donc, ils viennent et on te demande, est-ce que vraiment ça vaut la peine de rentrer dans le processus de chimiothérapie? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? J'ai dit non. Il n'y a pas autre chose, malheureusement. Il faut aller faire ce qui est scientifiquement prouvé. Donc, quelque part, on ne maîtrise pas tous les contours même de la maladie. On ne sait pas comment ça se manifeste. On ne sait rien, on est là, on découvre. Donc, nous, dans notre association, on met beaucoup l'accent sur la sensibilisation. On sensibilise les populations, on sensibilise les femmes, on rentre dans les écoles parce que beaucoup de filles commencent par avoir précocement le cancer du sein. Et donc, on sensibilise, on leur apprend l'autopalpation, comment on le fait, d'accord, à quel moment il faut le faire. Et on sensibilise aussi les hommes. Nous avons reçu des patientes, on n'est pas des médecins, mais quand elle te dit de regarder le sein, tu touches et c'est comme du caillou. Alors, on tourne vers le monsieur, mais hé, mon frère, vous étiez où c'est devenu comme ça? Il va dire que lui n'a jamais vu ça même. Ça pose un problème. Ça pose un problème même dans le ménage. Est-ce qu'on comprend ce que c'est? Est-ce qu'on l'a banalisé? Ou bien est-ce qu'on a compris? Si on n'a pas compris, c'est que l'information ne passe pas assez. Et nous devons encore renforcer les sensibilisations pour que tout le monde soit informé. Parce que quand on est informé et qu'on passe au diagnostic précoce, on a beaucoup plus de chances d'en guérir. À 90%. Surtout insister sur les langues locales. Exactement. Exactement. Et donc, souvent, quand on fait les sensibilisations, on fait des traductions. Alors, à votre niveau, est-ce que l'information passe suffisamment sur le cancer de l'enfant? Alors, je dis vous, c'est véritablement un problème. D'abord, le cancer de l'enfant, comparativement aux autres cancers, le cancer au niveau des adultes, c'est légèrement différent. Parce qu'au niveau des adultes, facilement on détecte, mais au niveau de l'enfant, on ne détecte pas. Donc la plupart, même si on dit à la personne que votre bébé souffre du cancer, il trouve que tu es en train de maudire son enfant. On ne veut même pas que tu en parles. Donc, il y a d'abord le fait que quand tu dis que quelqu'un il a son enfant qui a le cancer, il voit déjà son enfant comme un mort-né, un mort vivant plutôt. Donc c'est cette peur-là même. Fatalité. Totale. Donc c'est cette peur-là même qui fait que beaucoup même ne veulent même pas qu'on en parle. Tu dis à quelqu'un, il faut tout sauf ça. Même quand ils viennent, je prends par exemple un cas qu'on a vécu, il est venu, on a fait les tests, on lui a annoncé la nouvelle, il sort, il dit à sa femme que ceci-là ne connaissait rien, de venir, que ça un sort, il y a un vieux qui est ici, par-ci, par-là, ils vont aller. La dame dit non, qu'il ne bouge pas, mais il a fait pression sur la dame. Tu restes ici, tu assumes tout ce qui va arriver comme conséquence. La bonne dame ne peut rien faire. C'est ça qui constitue un lot d'abandon au niveau des
du traitement dans les différents centres hospitaliers, que ce soit Yalegdo ou Charles de Gaulle, nous constatons qu'il y a des abandons. Pourquoi? Parce que les personnes là, les parents, ils ont la maladie et pour eux, on peut le soigner par le canal de la tradition. J'ai toujours dit, nous sommes tous africains, on ne sous-estime pas nos origines, mais ça sont des maladies, de nouvelles maladies que nos traditions ne maîtrisent pas. Restons seuls par le canal de la médecine qu'il y a l'espoir. Mais malheureusement, l'ignorance fait que les abandons, le nombre d'abandons sont de plus en plus élevés. Est-ce qu'on peut s'attendre, lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les cancers, à un plaidoyer de toutes ces associations qui œuvrent dans ce sens, à une déclaration commune ou un plaidoyer en faveur justement de ces différents aspects de la lutte que vous avez évoqués, la gratuité du diagnostic, la gratuité du traitement de la chimiothérapie, même si ce n'est pas la gratuité, au moins une subvention pour alléger la douleur des malades. Est-ce qu'on peut aller vers cela? Parce que souvent on a l'impression que les associations font des activités de manière isolée, ce qui est très bien, mais est-ce qu'il n'est pas temps qu'on aille dans la synergie? Voilà. Oui, absolument. Absolument, nul ne peut à lui seul éradiquer le cancer. C'est pas possible. On peut être une association, on peut avoir une mission, on peut avoir une vocation de contribuer à la lutte, mais on ne peut pas le faire seul. Et donc la synergie, elle est indéniable. Elle est indéniable et je pense que c'est déjà dans cette perspective qu'il y a eu la création de la COBUCAN. La COBUCAN, comme je l'ai dit, c'est la coalition burkinabé de lutte contre les cancers. Tous les cancers devraient se retrouver. Et donc, ça a été créé il y a pratiquement 2 ans. Donc c'est une jeune quand même coalition, mais on fait déjà beaucoup de plaidoyer. Et là, en vue, nous avons une formation à donner aux hommes et aux femmes des médias pour faire le plaidoyer, pour contribuer, c'est-à-dire pour maximiser la communication sur cette maladie, afin que les populations soient suffisamment informées, mais aussi que nos autorités soient bien imprégnées de la situation pour pouvoir agir. Donc moi je pense qu'on est quand même sur la bonne voie et on va peut-être faire en sorte que plus d'associations rejoignent, adhèrent. Et tout à l'heure je parlais à M. Salamou pour dire qu'il y a une coalition comme ça et qu'on voudrait bien l'associer. C'est vrai que l'information doit également passer. Exactement. Et on fait beaucoup d'activités quand même. C'est vrai que ce n'est pas encore suffisamment médiatisé, mais on va y arriver. On va y arriver. Et donc ça, je pense que ça pourrait booster la lutte. Est-ce que vous êtes partant justement vous estimez que c'est déjà une bonne initiative, aller en front uni contre les cancers au Burkina? Évidemment. Évidemment, moi, même jusqu'à présent, même si de nouvelles associations devaient se créer, veulent se créer, on les encourage. Et plus tard, avec des actions individuelles, après on va se rendre compte que l'action commune est nettement mieux. Et il y aura un moment donné, quoi qu'on dise, où on sera obligé d'aller sur un même front. Parce que ce qui est sûr, nous faisons tous le même combat. On se bat pour la même cause, sauver des vies humaines à partir du cancer. De même que c'est un mal que nous ne maîtrisons pas. Je prends le cas, par exemple, sur les enfants, on ne peut pas prévenir même le cancer, dire c'est ça qui amène le cancer, pour l'éviter il faut comme ça, comme au niveau des adultes où on peut éviter. Je prends par exemple le cancer de gorge à partir du tabac, on peut l'éviter, on ne fume pas. Mais au niveau des enfants, jusqu'à présent, les causes réelles même qui viennent de ça, nous ne le maîtrisons pas. Mais il se peut que d'ici là, d'autres associations vont se créer, focaliser leurs actions au niveau des causes, etc. Donc si les associations se créent, se multiplient, dès que la coalition va se former sur une table ronde, je pense qu'en ce moment, le débat sera plus enrichi et justement, en une seule voix, ça pourrait résumer tout le mal du cancer dans ses différentes facettes, quoi. Oui.
Et justement, comme je vous le disais tout à l'heure, la Cobucan a fait son plaidoyer auprès du ministère et c'est là où on a lancé le dépistage, la campagne de dépistage gratuit, pas gratuit mais subventionné pour 3000 femmes. Et donc ça c'est déjà une expérimentation qu'on est en train de faire pour voir si déjà les 3000 femmes, quelle sera la réactivité des femmes pour aller déjà faire le diagnostic et si sur l'ensemble on découvre déjà des cas de cancer, on pourrait les prendre en charge. Et c'est aussi voir avec le ministère comment on fera la mise à l'échelle de cette campagne. Donc je pense que c'est des petites actions qui sont en cours, mais ce n'est pas encore suffisant. Et avec l'engagement de nous tous, quand même, on va plutôt renforcer la coalition que de travailler de façon seule. Alors on termine avec vous justement, Claire Eako, un message à l'endroit de tous ces oncologues qui s'investissent jour et nuit, qui donnent au-delà de ce qu'il fallait justement pour la prise en charge des patients, donner financièrement, moralement et tout. Alors je leur tire chapeau, je les félicite et je les remercie. Vraiment pour tout ce qu'ils font ou ce qu'elles font de façon individuelle et de façon collective parce que déjà c'est beaucoup pour eux-mêmes. Ils en prennent beaucoup sur eux et le fait qu'ils soient là au moins comme des référents compétents, des experts dans le domaine pour écouter déjà les personnes qui sont malades, c'est déjà un pas dans le processus de guérison et en plus le fait de les prendre en charge, de les traiter, mais aussi de faire le suivi après, c'est aussi un processus et ils sont vraiment engagés dessus et vraiment on les remercie pour ça. Mais on va leur demander aussi de faire pardon pour réduire les coûts d'administration des produits parce que là aussi c'est un problème pour les patientes. Quand tu mobilises les produits par exemple à hauteur de 210 000 par exemple, il faut à Chifra par exemple payer 50 000 francs pour l'administration du produit. C'est énorme. Donc je demande vraiment à ce qui est que ce cas soit revu à la baisse. Et je les encourage. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, Marie-Claire Eako, qui, je rappelle, est présidente de l'association de lutte contre les cancers féminins, ONG Eureka. Et merci à Salam Ouedraogo, président de l'association Enfance sans cancer. Merci à tous les deux pour vos apports et vos actions, justement, en ce qui concerne la lutte contre les cancers au Burkina Faso.